Le son aigu de la sirène déchira le silence de la nuit, faisant la petite Lucia serrer la main de sa mère. La fumée sombre montait en spirale, engloutissant le ciel étoilé. Donna Clara, les yeux fixés sur les flammes qui léchaient le toit de la pension où elle vivait, sentait la peur glacée lui monter le long de la colonne vertébrale. C'était tout ce qu'elle possédait au monde, une petite chambre, le loyer en retard et l'espoir d'un nouveau jour. Maintenant, même plus cela. Lucia, à ses 5 ans, ne comprenait pas l'ampleur de la tragédie. Elle pleurait juste son unique poupée, restée derrière. Clara l'éloigna, le visage taché de suie, l'âme lourde de la certitude de la perte totale. En cette aube froide, la dignité de celle qui luttait pour garder la tête haute s'effondra avec les dernières poutres du bâtiment. La rue était, officiellement, le seul toit qui leur restait. Les jours qui suivirent furent un flou de désespoir silencieux. Clara, une femme forte à la peau foncée et au sourire qui s'obstinait à résister, accepta des emplois temporaires, nettoyant des bureaux et des maisons riches, emmenant toujours Lucia à ses côtés, cachée dans les coins de la buanderie. Ce fut dans une de ces maisons, un palais de verre et de marbre sur les hauteurs de la ville, qu'elle obtint un poste fixe. C'était la demeure de M. Elias, un magnate de la construction, connu pour sa froideur et sa fortune incalculable. C'était un homme qui avait perdu son épouse des années auparavant, et depuis lors, son cœur semblait avoir été remplacé par de l'acier. Sa vie tournait autour des affaires et de son fils, le petit Davy. Clara ressentait une piqûre au cœur chaque fois qu'elle voyait Davy. Le garçon avait 8 ans, des cheveux couleur de miel et des yeux vides. Il était aveugle. Sa présence dans la maison était une ombre mélancolique. Il passait les heures en silence, tâtonnant l'espace du bout des doigts. Elias l'aimait, à sa manière distante et matérielle, l'entourant de médecins et de thérapeutes très chers, mais ne permettait jamais que la tristesse l'atteigne. Le silence de cette demeure était assourdissant, brisé seulement par les pas pressés d'Elias et les murmures des employés. Clara, la nouvelle femme de service, avait l'interdiction de s'approcher de Davy. « Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour distraire l'enfant », l'avait averti la gouvernante, une dame austère au regard jugeur. Mais le cœur de Clara était trop grand pour obéir aveuglément à des règles inhumaines. Elle voyait en Davy la même vulnérabilité qu'elle trouvait dans le regard de sa propre fille. Un soir, alors qu'elle nettoyait le vaste salon de musique, Clara entendit Davy pleurer doucement. Il était assis par terre, le visage contracté par la frustration. Il avait fait tomber un petit oiseau en bois que son père lui avait donné, et l'objet s'était brisé. Le son des pleurs était la même lamentation étouffée que Clara avait entendue la nuit de l'incendie. Sans penser aux conséquences, elle s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ?» demanda-t-elle, la voix douce comme du coton. Davy ne répondit pas, il tendit juste la main dans le vide, essayant de sentir les morceaux du jouet. Clara ramassa les fragments. « Ne t'inquiète pas, je vais le recoller. Et même s'il ne colle pas, ce n'est pas grave. C'est juste un jouet. L'important, c'est ce qu'il y a là-dedans, » dit-elle, touchant légèrement la poitrine du garçon. À cet instant, quelque chose d'indescriptible se produisit. C'était peut-être la douleur de Davy, la foi silencieuse que Clara portait dans son cœur ou la force simple et pure de la compassion. Poussée par une impulsion qui ne lui appartenait pas, Clara porta ses mains au visage de Davy. Les paumes rugueuses de celle qui nettoie toute sa vie touchèrent les paupières fermées du garçon. Elle ne pria pas à voix haute, n'invoqua rien, elle souhaita seulement, de toute l'intensité de son âme, que cet enfant puisse voir la beauté du monde. Le contact ne dura qu'un instant, mais ce fut comme un choc électrique. Davy poussa un cri, mais ce n'était pas un cri de douleur. Il cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Il porta les mains à ses yeux, effrayé. « Je vois ta main. » La voix était un murmure tremblant. Clara recula, le cœur battant dans sa poitrine, terrorisée et incrédule. Davy la regardait fixement, la couleur de sa peau, l'uniforme blanc et la stupeur imprimée sur son visage. Il pouvait voir. Pour la première fois depuis des années, Davy regardait le monde, et le premier visage qu'il vit fut celui d'une femme noire et pauvre, dont le contact avait brisé l'obscurité. Le cri de Davy résonna dans la demeure, attirant l'attention effrayée des autres employés. Le miracle était accompli, mais la vie de Clara était sur le point d'être bouleversée. Elle n'avait aucune idée qu'Elias, le père milliardaire, était sur le point d'entrer dans cette pièce, et la première chose qu'il ferait serait de l'accuser d'avoir blessé son fils. Un mystère intrigant planait dans l'air. Pourquoi Davy était-il devenu aveugle si soudainement, et pourquoi les médecins les plus chers du monde n'avaient-ils jamais réussi ne serait-ce qu'à expliquer la cause de sa cécité, encore moins à le guérir? Si vous aimez cette histoire et que vous voulez savoir ce qui arrive à Clara, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le rugissement d'Elias envahit le salon de musique, plus assourdissant que le cri de Davy lui-même. Il fit irruption dans la pièce, le costume impeccable et l'expression de pure panique. Voyant Clara agenouillée à côté de son fils,
Il n'hésita pas. « Qu'est-ce que tu lui as fait? Éloigne-toi de lui, tout de suite. » Elias poussa Clara avec une force brutale, l'éloignant de Davy. Le garçon, qui venait de retrouver la lumière, pleurait maintenant sous le choc et la violence soudaine de son père. Elias prit son fils dans ses bras, l'inspectant comme un objet de valeur brisé. « Papa, je vois. L'obscurité est partie. » Davy essayait d'expliquer, mais Elias était hors de lui, incapable de traiter toute information qui n'était pas une menace pour la sécurité de son fils. La gouvernante, Donna Odette, qui suivait derrière, profita du moment. Avec la rancœur silencieuse qu'elle vouait toujours à Clara, elle murmura à Elias. « Monsieur Elias, je l'ai vu toucher le visage du garçon. Elle a dû faire quelque chose de déplacé, une sorte de superstition. Elle est nouvelle, et elle vient de la rue, monsieur. » Le mot « rue » agit comme un déclencheur. L'image de la pension en flammes et la peur revinrent à Clara, qui se leva, chancelante, essayant de se défendre. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je le jure. Il a dit qu'il voit. » Elias regarda finalement son fils et ce qu'il vit le paralysa. Davy le fixait, les yeux bleus écarquillés, posés sur le visage de son père pour la première fois en 5 ans. Ce regard traversa Elias, perçant l'armure d'indifférence qu'il avait construite. Il reposa Davy par terre, mais n'arrivait toujours pas à croire ce dont il était témoin. Rapidement, l'incrédulité fit place à la gratitude, mais une gratitude contaminée par la méfiance. Elias était un homme de logique et de chiffres. Les miracles n'existaient pas dans son monde. Il appela immédiatement ses médecins privés, qui arrivèrent au manoir en quelques minutes, transformant le salon en clinique improvisée. Les examens étaient irréfutables. Les nerfs optiques, auparavant inopérants, répondaient parfaitement. Davy était guéri. Le diagnostic antérieur de cécité inexplicable avait disparu. Elias se tourna alors vers Clara. Au lieu de la renvoyer, comme tout le monde s'y attendait, il l'emmena dans son bureau, un environnement froid et imposant qui sentait le pouvoir et le cigare cubain. La gouvernante Odette assistait à la scène, le visage déformé par une colère contenue, sentant que son territoire était envahi par cette nouvelle venue. Dans le bureau, Elias tenta d'acheter la réponse. « Combien coûte votre secret ?» Il jeta un chèque en blanc sur la table en acajou. « L'argent n'est pas un problème. Je veux connaître la technique, la formule. Je vais vous payer pour que vous le fassiez à d'autres personnes. J'ai besoin de comprendre. » Clara ramassa le chèque et le lui rendit gentiment. « Il n'y a pas de technique, monsieur Elias. Il n'y a pas de prix. C'est Dieu qui a guéri votre fils. J'ai juste prié avec le cœur. Je ne savais même pas qui vous étiez, ni que vous étiez si riche. » Le refus de l'argent ébranla Elias plus que n'importe quelle exigence. La pureté du geste de Clara était un langage qu'il avait oublié. Elias proposa alors à Clara de rester au manoir, non plus comme femme de service, mais comme nounou privée de Davy, avec un salaire exorbitant. Il avait besoin de Davy près de lui pour étudier le phénomène. Clara accepta, mais à la seule condition que sa fille, Lucia, puisse vivre avec elle. Elias accepta, sans grand enthousiasme. L'arrivée de Lucia au manoir apporta une chaleur inattendue. Elle et Davy devinrent inséparables. Pendant ce temps, le mystère de la cécité de Davy continuait de l'intriguer. C'est à ce moment qu'Elias déterra un ancien dossier sur la mort de sa femme, la mère de Davy, décédée dans un accident de voiture des années auparavant. Pourquoi sentait-il que la guérison de Davy était liée à un événement du passé qu'il essayait d'oublier? Il fouilla les vieux dossiers, et un nom apparut, Dr Angelot. Le médecin, qui avait traité sa femme, avait également diagnostiqué la cécité de Davy. Parallèlement, l'ascension de Clara éveilla la fureur de la gouvernante, Odette. Pour Odette, Clara était une menace pour l'ordre social et pour son pouvoir interne dans le manoir. Odette commença une campagne silencieuse de sabotage, répandant de petites rumeurs parmi les autres employés sur l'origine humble de Clara et insinuant qu'elle était une charlatane dangereuse qui n'était intéressée que par la fortune d'Elias. La gouvernante, qui était secrètement financée par la tante d'Elias, laquelle convoitait l'héritage de l'homme d'affaires, intensifia sa malice. Odette, mue par l'envie et l'argent sale, devenait l'antagoniste interne, la menace constante au nouvel et fragile équilibre familial. Un nouveau mystère se formait. Pourquoi Odette, si dévouée à la famille, détestait-elle tant le bonheur de Davy et Clara, agissant de manière si mesquine et cruelle envers la nouvelle nounou? La tension dans le manoir devint presque palpable. Alors que Davy s'épanouissait sous les soins de Clara, profitant pour la première fois des couleurs et des formes du monde, et que Lucia apprenait à lire dans les volumes de la bibliothèque, Clara sentait le siège de Donna Odette se refermer. Les pics subtils de la gouvernante devenaient plus affûtés chaque jour. Des plats qui disparaissaient de la cuisine, du linge de lit qui n'était pas lavé correctement, et des histoires déformées sur le comportement de Lucia,
tout pour déstabiliser Clara et miner la confiance d'Elias. Clara comprit que la bataille n'était pas seulement pour son maintien, mais pour la paix de Davy et l'avenir de Lucia. Elle ne pouvait pas se battre avec les mêmes armes qu'Odette, mais elle décida de se préparer en secret. Toutes les nuits, après avoir couché les enfants, elle s'appliquait à apprendre. Elle utilisait les livres de la vaste bibliothèque d'Elias, non seulement pour lire des histoires à Davy, mais pour absorber des connaissances en gestion, en comptabilité et, de manière cruciale, en droit. Elias l'avait invitée à vivre là, mais elle voulait conquérir sa place par le mérite et non par charité. Elias, de son côté, traversait une transformation lente et douloureuse. La pureté de Clara et le bonheur radieux de Davy dissolvaient la glace dans son cœur. Il observait la manière dont Clara interagissait avec son fils, avec patience, avec des histoires qui enseignaient des valeurs et avec une foi qu'il avait rejetée. Le magnate, habitué à donner des ordres, s'arrêtait maintenant pour écouter la sagesse simple de l'ancien employé. Il commença à voir au-delà du luxe et des chiffres, commençant à se consacrer à Davy avec une affection véritable. Poussé par la nécessité de comprendre le miracle et le lien avec le passé, Elias intensifia ses investigations. Il engagea un détective privé de confiance, Dr Pedro, pour retrouver le docteur Angelo, le médecin qui avait mystérieusement disparu après le diagnostic de cécité de Davy. Elias sentait que quelque chose n'allait pas et que la guérison soudaine était le coup de pouce dont il avait besoin pour démêler la vérité sur la cécité de Davy et peut-être sur la mort de son épouse. Un autre mystère à élucider. Que cache le docteur Angelo et quel était son lien avec la famille Almeida? Un jour, le sabotage d'Odette atteignit un niveau alarmant. Elle forgea un reçu d'achat, accusant Clara d'avoir volé de l'argent de la maison pour acheter un cadeau coûteux à Lucia. Elias confronta Clara dans le bureau, lui montrant le papier. Le moment fut de forte émotion. La tristesse et la colère se mélangèrent dans le cœur de Clara. Elle savait qu'elle devait rester ferme. « Monsieur Elias, je n'ai pas volé. J'ai des preuves d'où j'étais et ce que j'ai fait de mon salaire. Je sais ce qui se passe. Donna Odette essaie de m'incriminer. Et vous devez décider si vous faites confiance à moi et à la vérité, ou à une employée aigrie. » Elias, avant de réagir, pensa au refus de Clara du chèque en blanc. Un voleur ne refuserait pas une fortune. Il observa les yeux fermes et sincères de la femme. Pour la première fois, il hésita dans sa propre logique. Rebondissement inattendu 1. Le détective Pedro, qui se trouvait dans la pièce voisine en attente de faire son rapport, entendit la discussion. Il intervint, montrant à Elias un enregistrement audio qu'il avait obtenu en enquêtant sur la gouvernante, en suivant la piste de la tante d'Elias. Dans l'enregistrement, Odette conversait avec le complice de la tante, avouant le coup monté et révélant qu'elle recevait de l'argent pour démoraliser Clara. La preuve était irréfutable. La vérité explosa au visage d'Elias. L'homme d'affaires, se sentant trahi et humilié par sa propre cécité émotionnelle, prit une décision immédiate. Odette fut sommairement licenciée et escortée hors du manoir. Elias demanda pardon à Clara, un acte qui lui coûta beaucoup, mais qui marqua la consolidation du respect et de la confiance entre eux. Elias voyait maintenant Clara non seulement comme la guérisseuse de son fils, mais comme une femme au caractère inébranlable, la seule personne qui se souciait véritablement de la famille Almeida. Avec le départ d'Odette, Clara gagna la liberté de prendre soin de Davy et d'appliquer les connaissances qu'elle avait acquises. Elle convainquit Elias d'utiliser une partie de sa fortune pour un but plus grand, lancer un projet de charité, une fondation pour les enfants de la rue. Cela combla le vide qu'il ressentait, lui offrant un sens à la vie au-delà du profit, un changement inspiré par la pureté de Clara et Lucia. Le décor était planté pour la prochaine étape, justice complète et la révélation du passé. Le dernier mystère à résoudre planait sur le docteur Angelo et la véritable raison de la cécité de Davy, qu'Elias était sur le point de découvrir. La chute d'Odette consolida la position de Clara dans le manoir, mais augmenta également le sentiment d'urgence d'Elias concernant le passé. Il était déterminé à déterrer la vérité ensevelie depuis des années. Les enquêtes du docteur Pedro finirent par porter leurs fruits. Le détective découvrit la cachette du docteur Angelo, qui vivait reclus dans une petite ville côtière, rongé par la culpabilité. Elias s'y rendit immédiatement en avion, emmenant Clara avec lui. Il voulait que la personne qui avait guéri son fils soit présente au moment de la confrontation. En arrivant à la modeste maison du médecin, ils trouvèrent un homme brisé, écrasé sous le poids d'un secret accablant. La confession du docteur Angelo fut un moment de forte émotion. La colère et l'incrédulité d'Elias se mélangèrent dans un tourbillon. Le médecin révéla que la cécité de Davy n'était pas un mystère, mais un crime. Il y a des années, l'épouse d'Elias avait découvert une fraude massive orchestrée par sa propre tante et son avocat, qui détournaient de l'argent des entreprises d'Elias. La tante, désespérée de la faire taire, avait planifié l'accident de voiture fatal. Le docteur Angelo, qui était ami de la famille,
fut contraint de participer. Il ne put sauver la mère, mais la tante le força à simuler une maladie congénitale chez Davy, induisant une cécité temporaire avec des médicaments contrôlés pour maintenir le garçon sous surveillance et l'éloigner des biens de son père, au cas où Elias remettrait en question le testament. La guérison de Davy avait donc été la simple interruption de l'utilisation de ces médicaments, qu'il avait cessé d'administrer lorsque la peur l'avait consumé et qu'il s'était enfui. Le dernier mystère du bloc précédent était résolu de manière dévastatrice. Le docteur Angelot, manipulé par la tante d'Elias, avait simulé la cécité de Davy, faisant du miracle de Clara un acte de bonté qui, sans le savoir, avait brisé le cycle du crime. La justice commençait à être rendue. Elias réagit avec une fureur froide. La trahison de sa propre famille le frappa plus fort que le deuil de son épouse. Il remercia le docteur Angelot pour sa confession, lui garantissant une protection en échange d'un témoignage complet. De retour dans la capitale, Elias, avec l'aide de son nouvel avocat de confiance, tendit un piège à sa tante et à son complice. Il organisa une réunion d'urgence, prétextant qu'il devait modifier les documents d'héritage de Davy, maintenant que le garçon était guéri. La tante et l'avocat, convaincus que le plan de la cécité simulée avait protégé la fraude pendant des années, mordirent à l'hameçon. Rebondissement inattendu d'eux, au plus fort de la réunion, alors que la tante se vantait de sa supériorité et de l'incapacité d'Elias à découvrir la vérité, Elias actionna la porte d'un placard. De là, sortirent le docteur Angelot, le docteur Pedro avec toutes les preuves documentaires, et la police. La scène fut un choc total. La tante s'effondra de désespoir, et l'avocat tenta de fuir, mais fut maîtrisé. La justice fut exécutée de manière complète. La tante et son complice furent arrêtés pour fraude, conspiration et homicide. L'empire d'Elias, auparavant ébranlé, fut nettoyé de la corruption. Le processus prit des jours, mais la confession détaillée du médecin et les preuves documentaires ne laissèrent aucune place au doute. Le manoir, autrefois un lieu de froideur et de secrets obscurs, fut finalement purifié. Elias, soulagé, rentra chez lui. Sa première action fut de formaliser l'adoption légale de Clara et Lucia. Il ne les voyait plus comme des employés ou des invités, mais comme la seule véritable famille qui lui restait. Il avait trouvé en Clara non seulement la guérisseuse de son fils, mais la guérisseuse de sa propre âme, la seule capable d'apporter la lumière à l'obscurité qui le consumait. C'était là le véritable miracle. Le chemin était maintenant de consolider cette nouvelle famille et de dédier la fortune à un but plus grand. L'approbation de l'adoption fut le point final d'un long et émouvant parcours. Des mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation des coupables et le nettoyage du nom d'Elias. Le magnate, désormais transformé en père, consacra toute son énergie à s'assurer que le processus légal soit impeccable. Le jour où le juge déclara officiellement Lucia fille d'Elias et sœur de Davy, l'émotion dans la salle d'audience était indescriptible. Elias pleura ouvertement, sans se soucier du décorum, tenant la main de Clara, qui souriait avec la plénitude de celle qui trouvait enfin un havre de paix. Davy et Lucia, enlacés, célébraient la consolidation de la famille que le destin, ou la foi, avait unie. C'était un moment de forte émotion, la joie pure de la rédemption. La transformation d'Elias était totale. L'homme froid et obsédé par le profit avait cédé la place à un père aimant et un philanthrope dévoué. Remplissant la promesse faite à Clara, il fonda la Lumière de la Ville, une fondation dédiée à l'accueil et à l'éducation des enfants des rues. Il utilisa l'immensité de sa fortune pour renverser l'inégalité qu'il avait ignorée si longtemps. Dans un geste de profonde gratitude et de reconnaissance envers le caractère inébranlable de Clara, il la nomma directrice exécutive de la fondation. Clara, l'ancienne employée qui avait commencé par dormir dans des coins de buanderie, gérait maintenant l'une des plus grandes institutions caritatives du pays, appliquant la même compassion et la même sagesse qu'elle avait apportée au manoir. La maison, autrefois un mausolée de luxe et de solitude, était désormais un foyer rempli de vie et de rire. Elias réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres de son compte bancaire, mais dans la simplicité de l'affection qu'avaient apporté Clara et Lucia. Il se mit à réserver ses matinées pour prendre le petit déjeuner avec ses enfants et, les après-midi, il se consacrait au travail social de la fondation. Lui et Clara, unis non par un lien romantique, mais par un partenariat profond et un amour inconditionnel pour les enfants, réécrivirent la signification de la famille. Clara continuait d'être le phare moral de la famille. Elle ne fut pas éblouie par la richesse. Au contraire, elle utilisait sa nouvelle position pour répandre la bonté. Son contact n'avait pas seulement guéri la cécité de Davy. Sa présence avait guéri la cécité émotionnelle d'Elias. Elle utilisait ses paroles, tempérées par la foi et l'empathie, pour conseiller et inspirer les employés de la fondation et ceux du manoir, qui la voyaient avec admiration et respect. Elle prouva que la pureté du cœur est une force plus puissante que n'importe quelle fortune. L'histoire se termina par une scène simple,
mais profondément symbolique. Elias, Clara, Davy et Lucia se trouvaient dans un parc, en dehors des portes dorées du manoir. Davy et Lucia couraient et jouaient. Elias et Clara observaient, côte à côte, l'avenir qu'ils avaient construit. Le véritable miracle n'a pas été le recouvrement de la vue de Davy, dit Elias, la voix étranglée par l'émotion, mais la mienne. J'étais aveugle à tout ce qui comptait vraiment, et vous, Clara, vous m'avez fait voir. Clara sourit, un sourire de celle qui connaissait le prix de la foi et de la persévérance. Dieu utilise qui il veut pour apporter la lumière, Elias. Votre fortune a maintenant un but plus grand. Le miracle, c'est le bien que vous allez multiplier pour d'autres enfants, en utilisant votre cœur. La leçon morale de l'histoire résonna dans la brise légère du parc. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa classe sociale ou la couleur de sa peau, mais dans sa capacité à aimer et à transformer des vies. La richesse matérielle est éphémère, mais la richesse de l'esprit, manifestée par l'empathie et la bonté, est la seule qui puisse engendrer la rédemption et construire des familles indestructibles. L'ancien employé, sans savoir que le père était milliardaire, n'a pas seulement changé le destin d'un garçon aveugle, mais a redéfini l'avenir de l'une des familles les plus riches de la ville. Si ce voyage de foi et de rédemption vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres histoires qui transforment.